L'État fédéral, c'est en quelque sorte le contraire de l'État unitaire. Dans l'État unitaire, il y a un seul centre de décision. Dans l'État fédéral, il y a plusieurs États fédérés, c'est-à-dire des micro-États, qui se superposent sur un État fédéral, celui qu'on appelle la fédération. C'est le cas des États-Unis. Vous avez une structure fédérale, c'est-à-dire la fédération, un grand État, un super État, et vous avez des petits États ou des micro-États qui viennent se superposer à l'État fédéral. Donc dans l'État fédéral, vous avez deux échelons. Vous avez l'échelon fédéral, c'est l'État, ce qu'on appelle la fédération. C'est le Brésil, ce sont les États-Unis, c'est le Nigeria, la Belgique, l'Allemagne, voilà. Et puis, vous avez des micro-États, des petits États, qui, eux, viennent se superposer à l'État fédéral pour constituer la fédération des États. Alors, comment ça se passe dans la... Vous savez, par exemple, aux États-Unis, une superposition des structures, c'est-à-dire que les structures de la fédération, vous avez les structures de la fédération des États-Unis d'Amérique, et puis vous avez des structures des États fédérés. C'est-à-dire, vous avez une Cour suprême des États-Unis d'Amérique, et chaque État fédéré dispose aussi de sa propre Cour suprême. D'accord? Donc vous avez deux niveaux. Le niveau fédéral, c'est l'État, la fédération. Fédérés, le niveau des États fédérés, le deuxième niveau, le deuxième échelon. Alors, dans l'État fédéral, vous avez trois principes qui vont régir l'État fédéral. Pour que l'État fédéral fonctionne, il faut qu'il y ait trois principes réunis. Vous avez d'abord, en premier lieu, le principe de la superposition. Alors, la superposition, qu'est-ce que c'est? C'est comme, c'est du français, hein, c'est pas du grec. Superposition, ça veut dire que vous avez deux structures qui sont superposées. Vous avez une première, c'est la fédération, puis vous avez une deuxième structure qui sont les États fédérés. Par exemple, dans l'État de la Virginie ou dans l'État de l'Iowa ou de Chicago, vous avez une capitale de Chicago, vous avez une Cour suprême, vous avez une Assemblée nationale, c'est-à-dire eux ils appellent ça la Chambre des représentants, et puis vous avez le Sénat. Mais à côté de ça, vous avez Washington DC, qui est la capitale des États-Unis, où aussi vous avez un Sénat, une Cour suprême et la Chambre des représentants. C'est-à-dire que vous avez des institutions fédérales nationales qui se superposent à des institutions que nous allons appeler des États fédérés. Donc la fédération, c'est le principal État, les États-Unis d'Amérique, et les États fédérés, c'est la Virginie, la Caroline du Nord, l'Iowa, le puis l'ensemble de ces États. Deux niveaux de structure étatique, le niveau fédéral et le niveau des États fédérés. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle une clause générale de compétence, c'est-à-dire que la Constitution va dire quelle est la compétence qui revient à l'État fédéral et quelle est la compétence qui revient aux États fédérés. Donc, par exemple, pour les États-Unis, les États fédérés n'ont pas l'armée. L'armée relève de la compétence de l'État fédéral. Mais toutes les questions, la politique étrangère, les affaires étrangères des États-Unis, c'est la compétence exclusive de la Fédération américaine. Mais les autres questions, l'économie, les finances, le commerce, l'éducation, relèvent de la compétence des États fédérés. Il y a une seule monnaie aux États-Unis, c'est le dollar, qui s'applique partout. Donc la superposition ici, ce que vous avez retenu de la superposition, c'est le fait qu'il y ait deux niveaux de structure étatique. La structure fédérale, donc c'est la fédération, et puis les structures fédérées qui se superposent dans un système d'étage.
Vous avez le premier niveau, lequel vous trouvez la fédération. Et le second niveau, vous trouvez les États fédérés. Alors, à côté du principe de la superposition, vous avez un deuxième principe qui est fondamental, c'est le principe de l'autonomie. L'autonomie, c'est le fait que les États fédérés disposent d'une autonomie dans la gestion de leurs affaires locales. C'est-à-dire, l'État, par exemple, de la Caroline du Sud, a des compétences uniques et qu'il va appliquer dans le territoire où il est compétent, c'est-à-dire dans le territoire de la Caroline. C'est pareil pour l'État du Michigan ou chez Obama de Hawaï. C'est exactement la même chose. Vous avez une autonomie, c'est-à-dire la possibilité pour chaque État fédéré de prendre des résolutions qui, si dans la Caroline du Nord, on adopte des résolutions, ces résolutions-là ne sont valables que pour la Caroline du Nord. Elles ne seront pas valables, par exemple, pour la Californie, où il y a Los Angeles. C'est valable que dans le territoire de la Caroline du Nord. C'est ce qu'on appelle le principe d'autonomie. Pourquoi il y a cette... Parce que les États ont tâche de transférer alors, donc je disais, l'autonomie se justifie par le fait que les États fédérés, c'est-à-dire ces États qui ont accepté de transférer leurs propres compétences vers l'État fédéral, doivent en retour disposer d'une autonomie d'action dans un certain nombre de domaines et sur leur territoire. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est la contrepartie au transfert de souveraineté. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le cadre, lorsqu'on conçoit un État fédéral, il y a souvent plusieurs États qui vont s'agréger. C'est-à-dire que ce sont des États qui existaient de façon indépendante avant et qui vont décider de se retrouver dans une union pour construire un État unique. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de conserver à la fois leur identité, mais en même temps de créer une nouvelle identité. Donc, vous aurez deux identités. L'identité de l'État qui vient s'associer ou s'agréger et l'identité de l'État fédéral que tous ces États-là vont créer ensemble. Ainsi, aux États-Unis, chaque État a un drapeau. Chaque État a l'hymne national, a son hymne à lui. Ce qui fait que dans le système américain, vous avez à la fois l'hymne des États-Unis et l'hymne des États fédérés. Donc il y a la coexistence de deux identités. L'identité de l'État fédéré et l'identité de l'État fédéral. Alors donc, l'autonomie, ici, est une garantie. C'est la garantie pour les États fédérés qu'en allant s'associer à d'autres États pour créer la fédération, ils ne vont pas perdre toute leur identité. Et donc, avec cette autonomie, ils ont la possibilité d'accomplir certaines œuvres, de disposer d'une certaine liberté d'action. Mais attention, cette liberté est une liberté encadrée et limitée, puisqu'elle ne peut s'appliquer que dans l'État même, dans l'État fédéré, et selon les compétences préalablement établies par la Constitution. C'est ce qu'on appelle la clause générale de compétences. C'est-à-dire que vous avez une clause qui va faire un partage de compétences entre la fédération et les États fédérés. Et la part des compétences qui revient aux États fédérés, ils vont l'appliquer au nom du principe de l'autonomie. L'autonomie n'est pas une autonomie générale, c'est une autonomie qui n'est réelle que selon les compétences constitutionnellement prévues. Donc, dans le cadre des compétences prévues pour les États fédérés, l'autonomie existe. Mais si une compétence n'est pas prévue pour l'État fédéré ne peut évoquer l'autonomie. Alors, le dernier principe ici qui est
fondamentale, c'est le principe de la participation. Comment les États fédérés participent-ils au fonctionnement de la fédération? Concrètement, comment, par exemple, alors en Allemagne, on ne dit pas État fédéré, on dit langue. Les langues, si vous entendez langue, ça veut aussi dire État fédéré. Et c'est en allemand, en Allemagne on dit les langues. Les landeurs. Donc les landeurs allemands, comment ils font pour participer au fonctionnement de l'État fédéral? C'est la question qu'on se pose. Comment les États fédérés participent-ils au fonctionnement de l'État fédéral, c'est-à-dire de la fédération? Il y a deux niveaux. Mais comment le premier niveau fait pour participer au fonctionnement, comment le second niveau, fait pour participer au fonctionnement du premier niveau? Comment les États fédérés participent-ils au fonctionnement de la fédération? Alors, ici, on va distinguer la participation à la fois au niveau législatif, au niveau exécutif et au niveau judiciaire. Sur le plan législatif, les États fédérés disposent d'un certain nombre de compétences par leurs représentants. Aux États-Unis, par exemple, pour les Américains, vous avez deux chambres au Parlement. Vous avez le Sénat et la Chambre des représentants. Le Sénat, c'est la Chambre des États. Le Sénat, ici, le Sénat américain, comment les sénateurs? Il y a combien de sénateurs? Combien? 50 combien? Combien? 50? 52? À raison de combien de sénateurs par État? 2. Chaque État a 2 sénateurs. Et donc, vous avez combien de sénateurs? Au total, vous avez combien? Vous avez 104, ils étaient à 100. Jusqu'à un moment donné, certains moments sont passés à 100. Parce qu'il y a eu 2 autres États qui ont été ajoutés. Alors, ces États-là, donc le Sénat, c'est la Chambre des États. Vous voyez bien qu'il y a des États aux États-Unis qui ont 35 millions d'habitants. C'est le cas, par exemple, de la Californie, où il y a Los Angeles. La Californie, c'est un peu plus de 30 millions d'habitants. Hawaï, c'est l'un des plus petits États aux États-Unis, c'est 1 600 000 habitants. Mais la Californie a 2 sénateurs, Hawaï aussi a 2 sénateurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait donner la garantie aux petits États pour qu'ils acceptent de s'associer avec les grands États. Et donc, le Sénat américain est considéré comme la Chambre des États fédérés. Ainsi, les États fédérés participent sur le plan législatif grâce au Sénat. Et comment ça se fait? Le Sénat, par exemple, doit approuver toutes les résolutions adoptées par le président des États-Unis. Quand le président des États-Unis veut nommer quelqu'un, cette personne-là doit être approuvée par le Sénat. Si le Sénat n'approuve pas, cette personne ne peut pas être nommée. Si le président des États-Unis décide de nommer un ministre des Affaires étrangères, par exemple, 10 secrétaires d'État, il faut que cette candidature soit validée par le Sénat. Si le président américain vient signer un traité au Congo avec le Congo, ce traité doit être ratifié par le Sénat. Si le Sénat ne le ratifie pas, il n'y aura pas de traité. Donc vous voyez que le Sénat américain, qui est la Chambre des États fédérés, participe au pouvoir, au fonctionnement de l'État américain, grâce à ce pouvoir qu'on nous délègue d'approuver ou d'encadrer les pouvoirs du président de la République. C'est-à-dire, le Sénat est la Chambre des États. Et le Sénat a des pouvoirs qui lui permettent d'empêcher le président des États-Unis d'Amérique de fonctionner. Donc on considère que puisque le Sénat c'est la Chambre des représentants, la Chambre des États fédérés, et que le Sénat participe au fonctionnement de l'État en encadrant les pouvoirs du président des États-Unis, on considère donc que les États fédérés disposent d'un pouvoir législatif via le Sénat. Est-ce que vous comprenez? Non? Vous avez compris ou pas? Vous avez 2 chambres
législative aux États-Unis. Vous avez le Sénat et la Chambre des représentants, la Chambre des députés. D'accord? Alors, le Sénat, comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs sont élus État fédéré par État fédéré. Chaque État fédéré va élire 2 sénateurs. Donc, finalement, le Sénat, c'est quoi? C'est la Chambre des États fédérés. Puisque ce sont les États fédérés qui envoient des sénateurs. Là, vous comprenez le carrément? Ok. Alors, maintenant, deuxième niveau de la réflexion, on se demande comment les États fédérés vont participer au pouvoir législatif fédéral. Vous me suivez? Bon, alors, à ce niveau-là, ça se passe comment? Le Sénat dispose d'un certain nombre de compétences, donc de pouvoirs, qui vont lui permettre d'empêcher, de bloquer ou de valider les décisions du président des États-Unis. Par exemple, le président des États-Unis veut nommer son gouvernement. Bon, aux États-Unis, il n'y a pas de gouvernement, mais bon. Quelque chose qui ressemble à ça. Il veut nommer ses secrétaires d'État. Il ne peut pas les nommer sans l'approbation du Sénat. Or, les sénateurs sont choisis par qui? Par les États fédérés. Donc, on considère que les États fédérés participent au fonctionnement ou à la désignation du gouvernement grâce au Sénat. C'est une participation législative indirecte. Le président des États-Unis va aller signer un accord international avec la France ou avec le Congo. S'il veut le faire, pour que cet accord devienne valable, cet accord doit être approuvé et validé par le Sénat. Or, les sénateurs sont désignés par les États fédérés. Donc, on considère que les États fédérés participent à la politique étrangère de la fédération. Voilà comment, de façon indirecte, les États fédérés appliquent ce qu'on appelle le principe de participation. Alors, ça, c'est sur le terrain législatif. Et puis, le principe de participation est aussi valable sur le plan exécutif. Alors, sur le plan exécutif, vous avez par exemple l'exemple qui revient souvent, c'est l'exemple de l'URSS, qui était un État fédéral qui n'existe plus aujourd'hui. Et l'URSS était dirigé par ce qu'on appelait le Soviet suprême. Le Soviet suprême, c'était en réalité la Chambre des États, un peu comme les États États-Unis. Et dans le système de l'URSS, de l'ancienne URSS, c'était les Soviets suprêmes qui disposaient du pouvoir exécutif. Et vous voyez que si la Chambre des États, la Chambre qui est élue par les États, cette Chambre dispose du pouvoir exécutif, on considère que c'est donc les États fédérés qui disposent du pouvoir suprême. Et c'était le cas en URSS avec les Soviets suprêmes. Vous pouvez aussi toujours ici prendre l'exemple, par exemple, je viens de l'évoquer, l'exemple du pouvoir de nomination du président qui est conditionné par l'accord de la Chambre. Si le président, pour nommer un collaborateur, doit avoir l'accord du Sénat, ça veut dire que le Sénat américain participe aussi à l'exercice du pouvoir exécutif. Récemment, par exemple, le président des États-Unis devait nommer, alors sous Obama, le président Obama avait proposé un type qu'on appelait M. Holder comme procureur général. Et quand ce type a été désigné, il est arrivé au Sénat américain. Sa candidature n'a pas été validée parce que ce type, quand il était jeune, avait violé une fille. Quand il était étudiant, donc il y a 60 ans, il y a 50 ans, quand il était étudiant, il avait violé une fille. Et la commission d'enquête du Sénat s'est rendue compte de ce viol dans sa jeunesse. Et pour cette raison, qui datait de 50 ans, le ministre de la Justice d'Obama n'a pas été investi, donc n'a pas été nommé. Vous voyez que là, le Sénat, donc la Chambre des États fédérés, a le pouvoir d'empêcher le président de nommer ses propres ministres. Donc c'est une forme de participation au pouvoir exécutif. Enfin, le dernier niveau de participation, c'est la participation au pouvoir judiciaire. Alors, comment les États fédérés participent-ils au pouvoir judiciaire? C'est notamment grâce au contrôle de constitutionnalité. Les cours suprêmes des États fédérés,
Vous savez que, on le verra bientôt, le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis est diffus. C'est-à-dire que toutes les cours suprêmes des États fédérés ont le pouvoir d'opérer un contrôle de constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité, c'est lorsqu'on va vérifier si la loi est conforme à la Constitution. Donc, aux États-Unis, contrairement au Congo ou en France, où seule la Cour constitutionnelle a ce pouvoir, aux États-Unis, toutes les cours suprêmes des États ont le pouvoir d'opérer un contrôle de constitution. Mais, il revient à la Cour suprême fédérale, donc celle des États-Unis, le pouvoir de faire ce qu'on appelle l'uniformisation du droit. C'est-à-dire, si le juge qui est à Chicago prend une décision, le juge qui est en Californie, à Los Angeles, prend une autre décision, il revient au juge de la Cour suprême de Washington d'avoir une position unique qui va s'appliquer à tout le monde. Et donc, ce faisant, on considère que par ce moyen, les cours suprêmes des États fédérés participent au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Alors, le fédéralisme, vous l'avez compris, pose un certain nombre de problèmes et de difficultés. Dans un État unitaire comme le Congo, les choses sont simples. Le chef, on le connaît, ça fait sa succession. Le président en plus, c'est lui qui gouverne. Il a un gouvernement, il a pris, il est chef des armées, il est président du conseil supérieur de la magistrature, donc c'est lui qui gouverne. Les choses sont simples et claires. Nous sommes dans l'État unitaire. Dans l'État fédéral, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez un président de l'État qui s'appelle Trump, mais dans chaque État, vous avez un gouverneur. Un gouverneur, c'est comme un président dans son État, qui dispose d'un certain nombre de compétences. Par exemple, c'est lui-même, dans son État, qui gère sa politique économique. Donc, quand le président des États-Unis qui a créé, par exemple, 100 000 emplois, c'est un petit mensonge. Parce qu'en réalité, c'est chaque gouverneur de son État qui a créé des emplois pour ses concitoyens dans son État. La politique commerciale aux États-Unis, ce n'est pas une politique commerciale fédérale, c'est une politique commerciale État fédéré par État fédéré. Vous verrez par exemple, lorsqu'on vote des lois sur l'immigration, récemment vous avez vu, aux États-Unis, c'est pareil, on vous avez les États du Sud, qui étaient des États esclavagistes avant, et donc qui aujourd'hui demeurent des États qui sont plutôt racistes, et les États du Nord qui sont plutôt des États assez éloignés. Alors, lorsque Donald Trump adopte des mesures sur l'immigration, vous verrez que l'application n'est pas pareille selon qu'on soit dans l'Alabama, par exemple, au sud des États-Unis, et dans l'Illinois, c'est-à-dire à Chicago, dans le nord des États-Unis, ce n'est pas la même application. Parce que les gouverneurs des États du Nord sont des gens plutôt humanistes, plutôt portés vers l'immigration, vers le brassage des populations, alors que dans le sud des États-Unis, ils sont plutôt racistes, plutôt cow-boys, plutôt, le Texas, et compagnie. Eux, ils sont plutôt dans l'histoire de il faut chasser les immigrés, il faut compagnie. Donc, vous n'avez pas exactement le même pays. Et l'État fédéral va complexifier les choses, puisque chaque État va disposer de sa propre politique sur un certain nombre de questions. Et c'est pour ça que l'on appelle aussi l'État fédéral l'État composé ou l'État complexe. Si je vous parle de l'État complexe d'ordre différent, c'est l'État fédéral. Alors que l'État simple, c'est l'État unitaire. Puisque dans un cas, vous avez un centre de décision unique, dans l'autre, vous avez plusieurs centres de décision. Donc vous voyez bien que d'un côté, il y a une complexification, de l'autre, il y a une simplification. Autre difficulté que l'on ressent dans le cas des États fédéraux, c'est au niveau de la Cour chargée de la constitutionnalité. Les cours constitutionnels ont souvent tendance à donner raison à l'État fédéral, c'est-à-dire à la fédération. Lorsque les États-Unis, la Fédération des États-Unis, a un problème avec l'État de l'Illinois, c'est-à-dire de Chicago, l'État d'Obama, la tendance est plutôt à donner raison aux États-Unis qu'à l'État de l'Illinois. C'est-à-dire, dans le contentieux sur la répartition des compétences. Parce que ça arrive. Imaginez par exemple que
l'État de Chicago a une politique économique qui n'est pas la même que celle des États-Unis. D'accord? Donald Trump peut demander à son ministre de la Justice de saisir la Cour suprême pour constater l'irrégularité ou l'inconstitutionnalité des mesures qui sont adoptées dans l'État de l'Union. Donc là, il y a un conflit entre l'État fédéral, entre la fédération, et l'État fédéré, qui est l'État de l'Illinois avec son gouvernement. Et lorsqu'il y a ce genre de conflit entre la fédération et l'État fédéré, la Cour suprême a tendance à donner raison à l'État fédéral. Ce qui, en fait, crée une difficulté dans la répartition des compétences, crée une difficulté et met à mal le principe d'autonomie des États fédérés, puisque la Cour suprême a tendance à donner raison systématiquement à la fédération au lieu ou au détriment des États fédérés. Ce qui n'arrive pas dans l'État unitaire, puisque dans l'État unitaire, comme on l'a dit, c'est le pouvoir central qui commande, donc il n'y a pas de conflit véritablement de compétences. Est-ce que vous avez des questions? Concernant l'État, les choses sont globalement assez simples. Quand on évoque l'État, de première part, on pense d'abord à tout ce qui est théorie liée au fonctionnement de l'État.